Bonjour à tous et heureux de vous retrouver pour l'épisode 2 de 100% combat, l'émission qui nous permet de retracer tous ensemble les combats marquants de Naruto. Aujourd'hui nous allons nous arrêter sur un combat de puissant. Non pas que c'était le premier combat de haut niveau qu'on a eu dans le manga, on avait déjà eu avant Zabuza contre Kakashi qu'on peut mettre à un bon niveau, mais cette fois on passe un level au-dessus avec un level Hokage. Combat où l'on va en plus de ça découvrir de nouvelles têtes, des têtes qui seront importantes par la suite dans l'œuvre. Mais plus de grande introduction générale et passons tout de suite aux choses sérieuses. Revivons ce combat ensemble. Générique. On commence toujours avec un peu de contexte, avec ce combat se passant durant l'examen de Chunin, l'arc de type tournoi de Naruto, que l'on retrouve dans presque chaque manga de ce genre. Et comme tout bon tournoi qui se respecte, on aura un moment où la dimension va devenir plus dramatique et on va passer d'un simple tournoi à quelque chose de plus grave. En l'occurrence, cette fois, l'attaque du supposé 4e Kazekage de ces hommes de Suna et de ceux du village du Son contre leurs hôtes que sont le village caché de Konoha et nos héros. Les hostilités seront lancées durant le combat Gaara contre Sasuke, combat qui sera analysé dans un mini 100% combat, voilà, petit instant promo qui sortira en même temps que cet épisode que vous êtes en train de regarder, voilà, qui sera en format shorts et sur TikTok, donc n'hésitez pas à regarder si ça vous intéresse. Étant un combat assez court, il y aura ce format de temps en temps. Revenons à notre sujet principal avec Kabuto camouflé dans le public qui va endormir justement toute l'arène, à 3 exceptions près, donc que sont Gai, Kakashi et Sakura qui vont réussir à rester éveillés et à pouvoir défendre leurs camarades. Une attaque aussi, donc l'attaque de Konoha et son déroulement, qui va faire l'œuvre d'une vidéo aussi en format short. Allez hop, deuxième promo. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est donc la prise en otage de l'Hokage par le Kazekage qui va tout de suite l'empoigner d'un kunai et monter sur le toit avec lui. On découvrira très vite l'identité secrète de ce Kazekage qui n'est autre que Orochimaru, le méchant principal de cet arc et de toute la première partie en vrai de Naruto, qui avait donc assassiné et pris la place du 4e Kazekage de Suna. Voilà, son ombre planait sur tous nos protagonistes durant tout cet arc, pouvoir fomenter ce coup d'état contre Konoha. Et c'est de là que notre affrontement, notre choc des titans va commencer. Et donc partons tout de suite pour la découverte de nos deux combattants, de leur motivation jusqu'à leur technique. En créant une discorde entre le village de Suna et le village de Konoha, Orochimaru donc va pouvoir assouvir son envie de vengeance envers son ancien village et effacer, tuer son passé, voilà, en s'attaquant tout de suite aussi à son ancien sensei. Son intention est claire, il va nous le montrer dès le début, tout ça pour se tourner vers son futur, mais on y reviendra plus tard. On peut situer Orochimaru en niveau de Kage, je pense. Bon, il est loin de s'approcher des plus puissants, mais il peut largement leur tenir tête. À ce niveau-là de l'histoire, les techniques d'Orochimaru seront surtout des techniques de serpent, voilà, telles que la poigne du serpent spectral. Mais il possède aussi l'épée de Kusanagi, donc une épée indestructible, capable de toucher et blesser n'importe qui et n'importe quoi. Et enfin, il utilisera durant ce combat une technique interdite, la réincarnation des âmes. Une technique donc proscrite, car contrairement à toutes les invocations qui nécessitent qu'une petite dose de sang de son utilisateur, cette technique nécessite des sacrifices humains et Orochimaru va l'utiliser durant ce combat. De l'autre côté, nous avons le ninja le plus puissant de Konoha, Hiruzen Sarutobi, le 3e Hokage du village caché des feuilles, mais contre qui son plus grand ennemi durant ce combat va être son âge et sa vieillesse. Hiruzen a le statut de protecteur du village et a donc fait serment de protéger son village et les siens contre n'importe qui et n'importe quelle menace, même si cette menace est son ancien disciple. Hiruzen va respecter tant bien que mal ce serment et va prendre les armes, et quelles armes! Donc ninja d'exception, comme je l'ai dit, maîtrisant le taijutsu malgré son âge avancé, maîtrisant toutes les techniques du village de Konoha, tous les éléments, mais surtout le katon et le doton, le feu et la terre, maîtrisant aussi des techniques de fuinjutsu, des techniques de scellement, techniques très dangereuses et souvent interdites. On verra sans doute une des plus puissantes et des plus dangereuses pour ses cibles et son utilisateur lui-même durant ce combat. Et enfin, sa plus puissante et meilleure arme, son invocation Enma, le roi des singes, capable de se transformer en bâton magique pouvant s'allonger et étant indestructible. On voit vraiment que les invocations à ce moment-là de Naruto, voilà, j'ai remarqué qu'elles sont vraiment mises en avant. Tout d'abord avec Naruto et Gamabunta, l'entraînement de Naruto donc, et Jiraiya pendant l'arc. Là, dans ce combat-là, avec la réincarnation des âmes, qui reste une technique d'invocation. Enma, on a aussi Kakashi de l'autre côté qui va invoquer Pakun. Voilà, on voit que les invocations sont vraiment importantes et j'ai même l'impression que
au fur et à mesure de l'œuvre, Kishimoto a décidé de réduire un peu les invocations et c'est dommage parce que c'est une mécanique vraiment stylée, voilà, qui permettait donc très vite de faire passer un simple combat 1 contre 1 en combat 2 contre 2, voire plus. Mécanique pas assez présente à mon goût, je trouve, à partir d'un certain moment de l'œuvre. On voyait vraiment à ce moment-ci que l'auteur voulait vraiment que ce soit des techniques cruciales pour ses combats. Et justement, parlons du déroulé de ce combat. Combat commençant dès que Orochimaru sera démasqué par son ancien sensei, étant enfermé par la barrière de feu, une barrière infranchissable mise en place par le quartier du son. Personne ne peut aider les deux combattants, on est donc parti pour un véritable match à mort. On a dès le début une démonstration de technique rapide, de plusieurs éléments, de nouvelles permutations. C'est une claque directe dès le début, mais le combat va prendre une autre tournure, une tournure plus sérieuse au moment où Orochimaru va donc utiliser la technique de réincarnation des âmes, une technique d'un défunt justement Hokage, le deuxième du nom qui l'a inventé, et donc il va par celle-ci invoquer les deux premiers Hokage. On a, je trouve, un peu oublié par la suite à son utilisation un peu abusive à la fin du manga, mais que voilà, en vrai c'est une technique très dangereuse et logiquement proscrite, parce que oui, certes, quand deux armées s'affrontent, voilà, c'est juste, ça rajoute juste des hommes supplémentaires, mais dans un combat 1 contre 1, on peut très vite passer d'un simple duel à une véritable mêlée, à un déséquilibre des forces des deux côtés. Donc voilà, dans un petit combat, c'est une technique très efficace et très dangereuse. En l'occurrence, dans celui-ci, on va passer d'un 1 contre 1 à un 3 contre 1 à huis clos. Hiruzen va quand même réussir à bloquer l'invocation d'un troisième ninja avec l'apparition donc en face de lui de ses deux anciens maîtres. Orochimaru va très vite couper court à leur conversation en plaçant des amulettes pour mieux contrôler et limiter leur activité et leurs paroles. Et le combat des Hokage, la grosse partie de ce fight va pouvoir commencer. Donc on a d'un côté le feu et la terre contre l'eau et le bois. Le deuxième Hokage, Tobirama Senju, maître direct du troisième du nom, lui ayant aussi donné son titre de troisième Hokage, et maître en technique Suiton, faisant partie des rares ninjas capables d'utiliser cet élément sans eau à proximité, inventeur d'un nombre incalculable de techniques telles que le déplacement instantané, donc le vol de la foudre, Iraishin, la réincarnation des âmes, c'est lui aussi, et le multiclonage, technique emblématique de Naruto, il a tout fait. Le deuxième ressuscité, le premier Hokage, le dieu des ninjas. On n'a pas encore entendu ce titre à ce moment-là de l'histoire, mais donc le cadet du deuxième du nom. Il y a tant à dire sur lui, mais voilà, durant ce combat, il va surtout utiliser ses techniques de Mokuton, l'élément du bois des techniques secrètes que seul lui utilise, à une exception près, voilà. Et on le verra par la suite surtout. Et ce ninja légendaire, voilà, ninja fondateur du village de Konoha, et possédant des cellules pas encore importantes à ce moment-là, mais que tout le monde va s'arracher plus tard. Je me remets un peu à cette époque. À aucun moment on se serait dit que ces personnages allaient revenir plus tard, allaient être aussi importants. À ce moment-ci, on voit surtout un peu de fanservice. Pour moi, c'est ça. Voilà, on voit les anciens où on avait vu jusque-là que les visages sur la falaise. Donc c'est carrément du fanservice à ce moment-là. Et ce qu'ils vont nous montrer durant ce combat reste quand même très impressionnant. Ils vont malmener à 2 contre 1 Hiruzen sous le regard lointain de Orochimaru. Le titre de la vidéo prend encore tout son sens ici avec un combat maître contre élève dans le combat maître contre élève. Je suis trop fort. Et on a une notion encore de passé contre présent dans ce combat. Une notion qu'on retrouvera tout du long et dont on parlera spécifiquement à la fin. Hiruzen acculé va devoir utiliser sa technique d'invocation, donc invoquer son fidèle compagnon Enma, le roi des singes, qui directement va calmer tout le monde, il va fracasser le deuxième du nom, il va coucher le premier et montrer tout de suite c'est qui le patron, se transformant ensuite en bâton à l'appel de son invocateur, donc bâton magique, indestructible avec lequel il va attaquer Orochimaru. Orochimaru, lui, pour riposter, va sortir l'épée légendaire de Kusanagi. Les deux vont s'affronter et on aura le droit à un très beau combat d'escrime à ce moment-là. Ce moment où nos deux combattants vont croiser le fer, c'est un moment que j'avais oublié. Ouais, c'est un moment et j'étais très content de le revoir. Et même si bien sûr aidé par Enma, Hiruzen reste quand même en infériorité numérique et Orochimaru ne l'aura pas oublié. Et donc les deux autres Hokage qui étaient mis sur le côté vont attaquer par surprise Hiruzen. Et celui-ci va encore se acculer en se défendant plutôt bien. Il va réussir à leur coller des parchemins explosifs, les faire exploser et verra toute la dangerosité de la réincarnation des âmes, car les attaques physiques ne font rien contre eux. C'est à ce moment-là qu'il va comprendre qu'il n'a qu'une seule solution,
les sceller et va donc utiliser la technique de l'emprisonnement des morts. Avant de passer au dénouement, je voulais dire quelques mots sur ce combat générationnel. Durant ce combat, il y a vraiment un déchirement pour le troisième du nom qui a du mal à attaquer déjà son ancien disciple Orochimaru et par la suite, en plus, face à ses deux anciens sensei, aura du mal à les affronter et sera vraiment peiné de les voir comme ça. Voilà, il va réussir à se défendre, mais dans tous les cas, ses deux opposants sont bien plus forts que lui. Alors que de son côté, Orochimaru, lui, il reste méchant et plein de malveillance à ce moment-là de l'histoire, hein. Sa rédemption sera que bien plus tard. Mais on a vraiment l'impression de enlever le pansement rapidement de son côté parce qu'il veut juste tuer Hiruzen. Il reste le méchant principal de la première partie de Naruto. Mais voilà, à ce moment-là, on comprend un peu plus son côté d'effacer son passé pour pouvoir avancer et afficher ses ambitions qui sont bien plus que d'être un chef de village. Sa lutte à lui, c'est vraiment le temps, car il veut avoir le plus de temps possible pour pouvoir connaître toutes les techniques de leur monde et leur réussir à creuser et à trouver donc la technique interdite qui va lui permettre de changer d'hôte et de réceptacle pour presque atteindre la vie éternelle et même plus que ça, la jeunesse éternelle. Une technique d'immortalité qui au fil du manga, on verra, sera bien plus poussée que ça, bien plus que donc une histoire d'hôte ou de réceptacle, car Orochimaru en vrai fait partie de ceux qui ne mourra jamais. Retrouvons Hiruzen, donc en train d'utiliser la technique d'emprisonnement des morts, technique que peu de personnes connaissent et même Orochimaru qui aura fait bon nombre de recherches sur les techniques secrètes ne connaîtra pas. On verra ça à travers le flashback de ce combat où l'on verra Sarutobi qui aurait pu arrêter son ancien disciple à un moment, mais par son affection envers lui n'aura pas réussi, et on verra que c'est cette image d'enfant que Hiruzen va garder de Orochimaru et ce jusqu'à la fin. Donc technique de Fuinjutsu que Hiruzen va utiliser, l'emprisonnement des morts comme son nom l'indique, sacrifie l'âme de l'utilisateur et donc sa vie, mais aussi celle de sa cible pour que les deux opposants meurent et subissent un sort pire que ça même, ayant leur âme emprisonnée à jamais. Orochimaru va tenter d'arrêter cette technique à l'aide d'une technique d'illusion du deuxième du nom, mais très rapidement à l'aide de deux clones, Hiruzen va attraper ses prédécesseurs et va commencer leur scellement et y parvenir. Maintenant, plus qu'un seul adversaire, Orochimaru. Celui-ci, surpris de l'efficacité de cette technique, va devoir se défendre. Les deux adversaires vont combattre au corps à corps en taijutsu. Et très rapidement, donc, on passera donc d'un 3 contre 2 à un 2 contre 1. Mais de l'autre côté, Hiruzen va réussir à immobiliser son adversaire en empoignant ses bras et le bloquer pour pouvoir utiliser sa technique de scellement. À ce moment-là, Orochimaru va essayer de porter le coup fatal à son ancien maître en le blessant à l'aide de son épée qui était au sol dans le dos. Une attaque mortelle mais qui sera stoppée in extremis par Enma à terre. On va se retrouver ici dans une position qu'on va suivre très longtemps avec les deux hommes qui vont échanger. Un Orochimaru qui va avoir peur. On va sentir vraiment une peur toute la fin de ce combat. Et un Hiruzen déterminé, il sait que c'est la fin pour eux deux, que la mort les attend. Mais jusqu'au dernier moment où la faiblesse principale, comme je l'ai dit au début, le véritable combat du troisième du nom, c'est contre lui-même, contre son âge qui fait effet, voilà, qui lui fait perdre du chakra, qui lui fait perdre beaucoup d'énergie. Épuisé, il ne pourra malheureusement plus tenir et n'arrivera pas à emporter son adversaire avec lui dans la tombe, mais lui privera de bien plus que la vie, car il ne va pas décider de sceller son âme, mais ses bras. C'est un moment assez surprenant où voilà, on voit en fait que Orochimaru, ça l'inquiète encore plus de perdre ses bras, car je pense qu'il sait très bien que voilà, même si son corps meurt, il aura d'autres façons de revenir, mais en perdant ses bras, il perdra toute l'utilisation de toutes ses techniques, donc de ce qu'il recherche le plus. Au-delà de la vie éternelle, son but c'est d'avoir cette vie éternelle pour pouvoir apprendre le plus possible. Et là, le chef du village de Konoha va lui en priver. C'est une victoire pour Hiruzen car n'ayant pas réussi, malgré sa conviction, de terrasser l'homme qu'il avait pris sous son aile étant plus jeune, il lui privera de ce qui lui importe le plus, et ça à jamais. Orochimaru va garder des séquelles à vie de ce combat, et une fois ses bras scellés, Hiruzen va succomber, va tomber, comme je l'ai dit, en gardant en mémoire l'image d'un jeune Orochimaru. Orochimaru, plus abattu que jamais, va annuler l'attaque, s'enfuir à l'aide du quartier du son. Voilà, attaque annulée, mais on l'aura vu, sera déjà en partie repoussée à l'aide de nos héros. Nous avons notre perdant, celui qui a perdu la vie, en vrai, mais on peut pas vraiment dire qu'il y a de vainqueur à ce combat, car Orochimaru a perdu pour lui plus que la vie, et même si Hiruzen a succombé, il aura réussi aussi son objectif à protéger son village et faire fuir les envahisseurs. Très content d'avoir pu détailler voilà, et reparler de ce combat. Combat qui pendant très longtemps est resté le combat le plus impressionnant de l'œuvre. Mais ne bougez pas, il y a bien sûr les bonus qui nous attendent. Et il y a une petite partie où je vais pousser un peu plus l'analyse. Vous allez voir, ça sera très rapide. Petite partie purement d'analyse. Alors voilà, maintenant j'essaie vraiment de pousser l'analyse de chaque combat. Maintenant que je suis plus vieux, j'essaie d'avoir une autre vision du pourquoi, en fait, de savoir pourquoi, de comprendre pourquoi ce combat existe dans ce récit.
alors qu'avant voilà c'était du pur kiff seulement quand j'étais enfant des combats. Alors voilà, bien sûr qu'il y a des combats qui restent basiques et simples, hein, qui sont juste là pour nous faire kiffer, mais il y a très souvent une seconde lecture à avoir, c'est ce qu'on va essayer de faire ici. Comme évoqué lors d'une petite digression durant le détail de ce combat juste avant, on a ici un duel vraiment entre l'âge, la vieillesse, le temps qui passe et la jeunesse, donc c'est un peu le passé contre le présent, voire le futur. Voilà, avec l'âge qui va affecter Hiruzen de par sa petite réserve de chakra par exemple qui a vraiment diminué comparé à avant, même son côté athlétique qui est moindre par rapport à d'antan. Et à la conclusion de ce combat, on peut même dire, on peut lire à première vue qu'en soi, la jeunesse, Orochimaru, les méchants ont gagné, que même s'il est abattu suite à la perte de ses bras, en soi l'autre est mort, c'était son objectif, il a réussi, même s'il voulait en plus de ça détruire le village. Voilà, son passé est bien mort. L'histoire, la vie du troisième Hokage s'est achevée, mais j'ai envie de voir au-delà de ça, parce que justement avec un méchant qui recherche la connaissance ultime, le plus de temps possible pour tout ça, mais à la fin on voit que ses dernières paroles, ses dernières pensées à Hiruzen vont aussi à la nouvelle génération, à la jeunesse. Donc en vrai, il ne pense pas à sa vie passée, vraiment, il pense au futur, aux enfants du village, à la nouvelle génération. Donc une jeunesse réelle, un futur réel, un bon futur, un futur où l'on va vivre une vie qu'une seule vie et pleinement, une vie qui s'éteindra un jour certes, mais où l'on va grandir, progresser, s'améliorer à chaque instant, améliorer le monde réellement, individuellement ou collectivement, et tout cela pour au final et à leur tour transmettre cela à une autre génération. Ce n'est pas une recherche de connaissance ou de pouvoir, la vie. Ce combat c'est ce qui nous apprend un peu, mais c'est vraiment une volonté transmise à nouveau et pour toujours. Et ça c'est beau. Après cette belle séquence, une petite séquence émotion et philosophique même presque j'ai envie de dire, passons à la petite partie, comme on fait d'habitude, des bonus. Donc là où on a donc l'enterrement du troisième du nom, avec le jour qui se lève, encore une fois, voilà, avec le symbole de la nouvelle génération. Car c'est ça en vrai, c'est la volonté qui ne s'éteint jamais, on peut dire que c'est ça un peu la vie éternelle. On utilise un peu un renouveau avec Jiraiya, donc on lui propose le poste de Hokage, mais qu'il va refuser et tout de suite annoncer qu'il va partir à la recherche de la dernière membre du trio légendaire Tsunade pour remplacer son défunt maître. On a aussi, et je pensais que c'était un peu plus tard, voilà, qu'il y avait un peu plus d'entre-deux, mais non, très vite on a l'apparition de l'Akatsuki, de l'organisation culte, avec ses deux membres Kisame Oshikagi et Itachi, qui revient au village de Konoha, avec comme prétexte Kyuubi, et avec autre chose derrière la tête. J'aurai l'occasion de revenir sur l'escarmouche un peu entre ces deux membres de l'Akatsuki et nos Jonin de Konoha. Voilà, en format sans doute aussi plus court, voilà, j'essaie vraiment de me diversifier. Donc voilà, ça sera disponible un jour. Et on termine tout ça avec Naruto qui va repartir du village avec Jiraiya pour son entraînement et la suite de ses aventures. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme vous avez pu le voir, il y a eu quelques changements comparé à la première. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. J'essaie toujours de garder une ligne directrice dans mes épisodes, mais voilà, avec quelques trucs qui changent, mais de toujours changer un peu pour ne pas rendre les épisodes redondants. Merci d'avoir été un bon nombre à regarder l'épisode 1, j'espère que celui-ci va faire encore mieux et les prochains aussi par la suite. Ça me motive réellement. Likez et partagez donc en masse pour dépasser l'épisode 1 et faire toujours plus. Et pour les fans de ciné, on se retrouve en fin de semaine, et pour les autres qui regardent seulement pour ce format, ça sera la semaine prochaine, donc assez vite. On va partager si vous voulez que les épisodes arrivent plus vite et surtout que le concept perdure. Cette fois, il n'y aura pas de teaser par rapport au prochain épisode, mais un petit indice. Donc à vous de trouver le prochain, je pense que ça va être assez facile. Je vous laisse avec ça et je vous dis à la prochaine. これで一国を落とした。